Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous vous proposons ici une captation de notre émission en direct sur Twitch, Chronique Disney le live. Cette émission vous est proposée sans trucage ni montage dans son intégralité. Nous vous souhaitons à tous un bon visionnage. Eh bien, il était une fois une princesse. Et cette princesse, c'était... On dirait un conte de fées. To all who come to this happy place, welcome. Et maintenant, je déclare Euro Disney officiellement ouvert. Vers l'infini et au-delà. Je suis ton père. That's his name. Henry Jones Jr. Like Indiana. C'est une armée. Nous, on a un Hulk. I only hope that we never lose sight of one thing, that was all started by a mouse. On chante, on danse, on cherche, on s'embrasse, on rentre à la maison, elle est pas belle la vie. Chronique Disney, le live. Bonsoir. Et bonsoir. Du coup, je vais faire le test ce soir, David, ça te va? Vas-y. Allez. Du coup, ce soir, on refait un petit peu ce qu'on avait fait au printemps dernier, revenir sur les dernières sorties films et séries sur Disney+. Donc, on va brosser un petit panel d'œuvres live, animées, des courts-métrages, des séries, des films. Voilà. C'est ça. Donc là, on n'a plus notre maestro là pour nous dire quoi dire, mais bon voilà. Donc moi c'est David. Nous qui gérons. C'est David ou Dash sur Disney Central Plaza. Je suis l'administrateur du forum et je suis aussi un des directeurs éditoriaux du site. Je m'occupe des listings, je me suis occupé des parcs, des films, etc. Un petit peu de tout. Et puis moi, c'est Ludivine. Du coup, je suis responsable des réseaux sociaux pour Chronique Disney. Je fais quelques petites incartades sur Twitch, comme vous avez déjà eu l'habitude de me voir, sur Instagram aussi, sur les playlists. Voilà, une petite touche à tout. Ok, bah on y va. Il y a beaucoup de productions qu'on doit aborder. Alors, ouais. Je sais que tu as fait une petite liste dans un coin. Oui, j'aime moi aussi les listes. Pour une fois que c'est pas moi qui l'ai fait. C'est vrai. Moi, je t'ai aidé. Hein. Oui, c'est vrai. Tu veux commencer par quoi? Bah, je sais pas. C'est quoi le premier là que t'as? Allez, il était une fois deux. Ok, c'est parti. Ben, c'est bien, on commence par un truc que les gens ont vu, tu vois, donc ils ont des choses à dire. Normalement, ouais, c'est ça. Voilà, on devrait. On évite de commencer par une série FX ou je sais pas quoi. Un peu obscur. Ok, on revient un petit peu sur de quoi parle Il était une fois deux. Ouais, bah écoute, je pense que les gens le connaissent Il était une fois, mais Il était une fois, c'est un film sorti en 2007, réalisé par Kevin Lima, le réalisateur de Tarzan, entre autres. C'est un film dans lequel on a une princesse de dessin animé, de conte de fées, qui se retrouve projetée dans le New York réel en prise de vue réelle. Et dans son histoire, plutôt que de tomber amoureuse du prince charmant de dessin animé qui la suit, elle va finir par tomber amoureuse d'un... Il est avocat, c'est ça, dans le film? Je sais même plus. C'est ça. Un avocat new-yorkais, voilà. Et puis... Robert, c'est ça. Et lui avait aussi une fiancée qui finit, elle, avec le prince. Et donc, les deux repartent à Andalasia, le monde du dessin animé. Et c'est là que commence notre film. Donc là, on se retrouve dans Il était une fois deux. On se retrouve 15 ans après, hein, comme dans la réalité, comme dans l'écart entre les deux films. Ah oui, parce que donc Robert avait donc une fille issue d'un premier mariage. Et donc celle-ci, maintenant, est adolescente, a grandi. On a un petit peu marre de la niaiserie de sa belle-mère, Gisèle, donc qui vient du monde du dessin animé. Et Gisèle, quant à elle, rêve d'une vie un peu plus féerique et magique et en a marre de la vie à New York. Et donc, ils emménagent à Monroeville, une ville de banlieue, dans laquelle ils vont s'installer. Et puis, au bout d'un moment, Gisèle va lancer un sort pour pouvoir rendre la ville aussi féerique qu'un conte de fées. Et c'est ça l'élément déclencheur de notre histoire. Exactement. Et on va tomber sur la méchante de ce deuxième épisode, qui s'appelle Malvina Monroe et qui, elle, a fondé... Oui, tu as dit? Mais il n'y en a pas qu'une de méchante, il y en a deux. Oui, c'est vrai. C'est vrai. De toute façon, on a le droit de le dire, mais bon, je pense, hein, parce que sinon, on ne va pas dire grand-chose. Hein. Donc,
on tombe sur celle qui va affronter Gisèle, plutôt que de dire méchante, Malvina Monroe, qui est du coup celle qui a fondé cette petite ville résidentielle de Monroeville. Et qui a une ville très codifiée dans laquelle Gisèle a du mal à s'intégrer. Oui, c'est l'ambiance Desperate Housewives pour ceux qui connaissent, avec les femmes au foyer qui se réunissent pour jouer à un jeu de cartes ou alors se lancer des défis pour organiser telle ou telle célébration saisonnière, faire des tartes. Enfin bref, il y a un peu cette ambiance. Oh oui, faisons des tartes. Voilà. Lever des fonds. Il y a Goodcard qui parle du titre, français. Alors, c'est vrai qu'on a tous été un peu déçus, parce que alors, avec toutes les idées possibles qu'on aurait pu avoir, alors en anglais, le film s'appelle Enchanted, ce qui se traduirait par Enchanté, et le deuxième s'appelle Disenchanted, ce qui se traduirait par Désenchanté. Bon, manque de bol, ils ne sont pas partis sur Enchanté pour le premier. Mais bon, il était une fois. C'est vrai que, comme dit Goodcard, ça aurait pu être Il était deux fois. Qui est le titre retenu au Québec. Ah ouais? Ah, j'ai pas vu ça. D'accord. Ça aurait pu aussi être, j'en sais rien, il y a bien longtemps, il était une fois, ou dans un pays lointain, la suite de la phrase, ou et ils vécurent heureux, enfin, j'en sais rien, ils auraient pu inventer. On aurait pu. Ou même, il était une fois, puis un sous-titre. Tu sais qu'on a en France rajouter des sous-titres. Bah ouais, mais je pense que j'aurais préféré ça plutôt qu'il était une fois deux. Surtout qu'on s'est tapé Hocus Pocus 2 en titre juste avant, que j'ai pas trouvé très inspiré non plus. Donc bon. Donc voilà. Bon, alors, t'as aimé ou pas? Eh ben ouais, j'ai quand même passé un bon moment. Je trouve que c'est un film avec une bonne suite. C'est agréable à suivre, de retrouver. Enfin, c'est surtout agréable de retrouver les personnages. Ouais. Bon, on va pas se le cacher, ça vaut pas son aîné. Ça pêche beaucoup au niveau de l'animation. Et même au niveau des chansons, j'adorais les chansons. J'avais même acheté le CD à l'époque et je l'écoutais tout le temps. Là, ok, Love Power, j'aime beaucoup. Bader, à la rigueur, vont être les deux chansons qui vont sortir du lot. Après, moi, mon gros bémol, à part l'animation, c'est Malvina Monroe. J'avais pas accroché du tout et j'accroche pas du tout à cette actrice-là, donc c'est. Tu la connaissais déjà ou pas? Ouais, je l'avais vue dans d'autres films. D'accord. Et j'ai jamais vraiment aimé son style de jeu. Et là, je l'ai trouvé hyper caricatural, pénible, pas charismatique. Donc, c'est plus ça qui m'a dérangé, mais ça m'a pas empêché de passer un bon moment. Est-ce que le fait qu'elle soit caricaturale, c'est également dans les moments où elle n'est pas censée l'être, c'est-à-dire avant que ça se transforme en monde des contes de fées? Parce qu'après, bon, on peut pas lui reprocher d'être caricaturale, vu que. Ouais, mais j'ai trouvé qu'elle surjouait en permanence. Oui, mais bon, c'est le cas de Gisèle aussi, mais c'est parce que le personnage se veut être en surjeu constant. Par contre, elle n'était pas obligée d'être en surjeu lors des séquences qui précèdent le changement de Monroeville en Monroe-Lasia, du coup. Ouais. C'est ça, mais est-ce que je suis pas un peu biaisée comme je n'apprécie pas l'actrice? C'est possible aussi. Je sais pas. Moi, je la connaissais pas. J'ai rien contre elle. Elle m'a pas fait spécialement grande impression pendant la majeure partie du film, mais je l'ai bien aimée dans la chanson Méchante. Notamment, enfin, un plan qui me fait rire, c'est quand elle fait une espèce de danse bidon dans son château. Quand elle se lâche comme ça. Enfin voilà, oui, mais bon, même quand elles sont toutes les deux, qu'elles avancent vers l'écran et qu'elle lui lance un espèce de regard comme ça, disons qu'en fait, j'aime bien le fait que ça se voit qu'elles s'amusent au pluriel toutes les deux à faire ça et qu'elles sont contentes de le faire. Après, ça fait pas forcément de ça un bon film ou une bonne séquence, mais moi je l'ai trouvé bien. Je suis d'ailleurs, alors l'animation, oui, l'animation est moins bien. Maintenant, elle est quand même. En fait, c'est compliqué. Il n'y a aucun studio actuellement qui fait de l'animation dans le style du Disney qu'on connaissait avant qu'il passe au tout 3D. Aujourd'hui, avec une qualité identique à celle qui se faisait chez Disney. Personne ne fait ça. Donc en fait, c'est parce qu'on peut bien sûr dire que le studio Ghibli fait de la belle 2D. C'est pas la même chose. C'est pas le style Disney. C'est pas du 24 images par seconde, 24 dessins, la fluidité, etc. Ce design-là. Donc en fait, dans Il était une fois le premier, c'était déjà le cas dans le sens où en fait Walt Disney Animation faisait déjà plus grand chose en 2D puisqu'ils avaient fermé leur studio après La Ferme se rebelle pour finalement faire La Princesse et la Grenouille et Winnie l'ourson en loose D avec les animateurs qui bossaient limite chez eux. Donc ces films-là sont arrivés lors d'une tentative de renaissance qui a échoué donc ils avaient fait appel à un autre studio qui aujourd'hui n'existe plus. Donc là, ils ont fait appel à encore un autre studio, mais sauf que le temps passant, il y a encore moins de gens
qui a priori savent dessiner, savent faire de l'animation correcte. Maintenant, j'ai entendu dire des gens, on dirait les suites direct to vidéo. Je sais pas, peut-être que tu l'as pensé, j'en sais rien. Moi, je trouve pas. Pour connaître bien les suites direct to vidéo, faut pas exagérer. Oui. En fait, le problème des suites direct to vidéo, c'est que l'animation est nulle, sauf les tout derniers, comme Le Secret de la Petite Sirène, qui est très bien animé, par exemple. Et les graphismes sont horribles, sauf là encore les tout derniers. Mais là, les graphismes sont bons. Si vous mettez sur pause sur les séquences d'animation qui se passent à Andalasia, ça va en fait. Oui. Il y a des ombres, il y a des lumières, il y a un design très Disney qui est plutôt joli, etc. Il y a Morgan qui est plutôt pas mal. Il y a aussi, j'ai oublié le personnage de Idina Menzel, Nancy, c'est ça, voilà. Nancy Qui a été complètement refaite par rapport à le peu où là dans le premier, mais c'est pas plus mal finalement. Donc c'est plutôt pas mal, mais quand on les voit bouger, il y a quelque chose qui va pas. Donc en fait, ça dépend des plans. On sent qu'ils ont essayé de faire quand même du 24 images. En fait, ça va. Et le truc, c'est que je suis tellement content quand même de voir de la 2D, ça fait tellement longtemps. Je suis d'accord avec toi. Parce que si on va par là, même si on en parlera plus tard, même les courts-métrages en 2D faits par les Walt Disney Animation Studios, comme Mickey in a Minute ou le nouveau Swall qui est sorti, je trouve quand même que c'est pas parfait non plus. On voit bien que dans le Mickey, c'est un peu bizarre. Enfin, voilà. Pourtant, c'est Eric Goldberg et des gens connus qui sont dessus, hein, mais bon, voilà. Donc c'est pas si mal. Et les chansons, je suis pas d'accord avec toi. Moi, je les écoute tout le temps. Je tous les soirs. Je crois que j'ai pas encore pu avoir le temps vraiment de les écouter tout le temps et vraiment les intégrer. Donc, mais pour l'instant, elles sont pas encore vraiment rentrées dans ma tête. Ouais, mais après c'est jamais facile en fait. C'est vrai. On a toujours l'impression. Alors c'est encore plus difficile quand c'est une suite parce que du coup la comparaison est immédiate avec les chansons du film précédent. Sauf que les films, ils ont eu des années pour que ces chansons-là nous semblent être vraiment ancrées dans nos têtes indéfiniment. Ouais, mais toi comme moi, je sais qu'on est pareil là-dessus. On aime écouter les chansons avant de voir le film. Là, pour le coup, ça n'a pas pu être le cas parce que les chansons sont sorties le jour même. Sauf Love Power, mais la version radio. Sauf Love Power, exactement. Et c'est vrai que d'habitude, pour vraiment rentrer dans le truc, j'aurais écouté beaucoup les chansons avant et je pense que je les aurais bien intégrées au moment où j'aurais visionné le film. Et là, ça n'a pas été le cas. Et après, par des soucis d'emploi du temps, j'ai pas pu. Oui, t'as pas eu le temps de les revisiter, voilà. Mais je t'assure qu'en les revisitant, elles sont très bien. Mais j'en suis sûre. Après, elles sont moins. Je trouve qu'elles sont peut-être un peu plus exigeantes. C'est vraiment, il y en a beaucoup plus il y en a plus. Dans le premier, il n'y a que 5, je crois, dont une dans le générique de fin, donc 4 intégrées vraiment à l'histoire, dont une aussi qui est la chanson de bal, qui est en fait une chanson qui est chantée par un chanteur sur scène dans un coin, donc même si elle est très belle, c'est pas la même chose que de la comédie musicale. Donc en pratique, il y en a plus de 3, quoi. Un baiser pour un amour sincère. Comment savoir, et celle où ils font le ménage, j'ai oublié travailler en chantant. Enfin voilà, là il y en a plus que ça, il y a même des reprises et c'est de la comédie musicale très Broadway tout le temps. Voilà, moi tu sais bien. Ça c'est chouette. Bah oui, non mais pareil. Ça me dérange pas. Donc au contraire, il pouvait même y en avoir encore plus, mais c'est vrai que c'est. Et puis c'est Alan Menken. On a trop d'amour pour Alan Menken. Voilà, on pourrait se dire pourquoi ce serait moins bon à partir du moment où, sauf si on l'a laissé vraiment moins de temps, etc. Mais bon, ça fait longtemps qu'on lui a pas demandé de faire des chansons pour un Disney. J'espère qu'il a mis le temps qu'il fallait, puisqu'à part faire une chanson de plus pour un remake live ou alors des chansons de série comme celle de Réponse il y a quelques années, il fait pas grand chose pour Disney, en tout cas. Donc non, moi je les trouve très bien et je pense même que la meilleure chanson des 2 films est dans le 2 et que c'est Love Power, du coup le pouvoir d'aimer. Donc après à chacun, je sais qu'il y a débat, il y en a qui trouvent que c'est So Close dans le premier film. Ah non, moi c'est pas ma préférée, So Close. Justement, elle est trop différente. C'est un chanteur, c'est pas assez comédie musicale. Non, moi je sais Comment savoir là. Oui, il y a Comment savoir. Non, mais c'est vrai qu'elles sont très bien, mais je trouve vraiment que Love Power, en fait, le truc, c'est que c'est tout ce que j'aime, donc c'est difficile de bouger. Je veux dire, c'est une chanson. Idina Menzel, Idina Menzel, chanson un peu powerful, etc. Façon Pocahontas, L'air du vent ou Part of Your World, La Petite Sirène. Chantée avec des grandes envolées à la Libéré délivré ou quoi. Et en plus, en animation 2D,
truc très magique, etc. Enfin voilà, un peu avec un petit peu de dramatique, même si ça peut faire un peu cliché, mais bon, l'univers d'Andalasia est comme ça. Le moment où il y a le prince qui dit non, je ne peux pas venir parce qu'il faut que je sauve le royaume, alors qu'il va rien foutre en plus. Ça sert à rien, mais bon, c'est juste pour cette scène avec les A derrière, etc. Enfin, moi, je trouve que que ça me fait plaisir. Et je l'ai revu plein de fois. C'est le genre de chanson où je vais aller voir sur YouTube s'il y a des gens qui vont commencer à les réinterpréter, si on peut les entendre dans d'autres langues. Voilà. Enfin, là, je vis le truc. Après, le truc, c'est que j'allais dire, c'est pas Encanto, mais sauf que moi, je fais partie de ceux qui ont aimé les chansons d'Encanto tout de suite. Alors Mais que je pareil. me rappelle, oui, voilà, toi aussi. Alors que je me rappelle que les autres, ils disent ouais, franchement, ça marchera jamais, les chansons, ça va pas rester. Ouais, merci. Du coup, Non, mais aujourd'hui. je me souviens, avant même d'avoir vu le film, on s'écrivait sur Messenger à 3h du matin pour parler justement de la qualité surface pressure. C'est ça, ouais. Donc là, après, les chansons d'Encanto étaient vraiment, vraiment très différenciantes par rapport à ce que Disney proposait. Là, c'est plus classique. Le problème de Il était une fois deux, c'est aussi qu'il y a des chansons qui se ressemblent un peu beaucoup quand même. Je me rappelle que moi, la première fois, alors je l'avais vu avec Crystal, qui fait partie de l'équipe, mais qui est actuellement en Californie, donc on va pas la plaindre. On l'embrasse. Ouais, voilà, et on a vu... on n'arrivait plus à savoir si la chanson que chante Gisèle toute seule la nuit avant de faire son vœu, c'était la même en fait que celle qui a après la chanson de grande comédie musicale. Il se trouve que oui, c'est une reprise. Ouais. Mais il y a aussi la chanson au tout début quand elle Even More Enchanted, quand elle explique à sa fille du coup leur nouvelle vie, etc. On se demandait si c'était pas encore une autre version. En fait, non, c'en est une autre. C'était un peu... vrai, ouais. Là, maintenant, c'est bon, je les ai vraiment en tête. Je trouve ça très bien qu'ils aient créé une chanson aussi pour Andalasia, pour le royaume d'Andalasia, qui revient au tout début, qui revient après quand il y a le cadeau d'Edward et Nancy pour le bébé Sophia. Enfin bref, non, franchement, je trouve que je suis très content en fait des chansons, mais j'avoue qu'il m'a fallu du temps. Donc si vous nous écoutez, que vous avez du mal, ou même toi du coup, réécoutez-les. Écoutez, en plus le CD, sur le CD par exemple Love Power est plus longue. Il y a une intro supplémentaire, etc. Et il y a d'autres chansons comme ça où on sent qu'ils ont coupé dans le tas. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais c'est assez rare, parce que généralement les albums de comédie musicale Disney, surtout par Alan Menken, les chansons elles sont en entier dedans. Alors je soupçonne que pour Love Power ils ont coupé parce que c'est de l'animation 2D en moins. Et vu qu'on est à une époque où c'est vraiment compliqué d'en faire. Donc voilà. Après, juste pour donner mon avis sur le film, parce que c'est vrai que j'ai parlé beaucoup des chansons, mais j'ai pas dit ce que je pensais du film. J'ai trouvé ça moyen, pour être honnête. J'ai trouvé ça bien, mais j'ai trouvé ça moyen dans le sens où ça manquait un peu d'un souffle, d'un certain souffle. En fait, j'allais dire que ça manquait d'un souffle dramatique, mais paradoxalement, j'ai trouvé Gisèle très émouvante pendant tout le film. Oui. Franchement, elle me faisait de la peine tout le temps. Parce que c'est tellement le genre de personnage, et le personnage qui est gentil de façon très sincère tout le temps, puisque c'est sa nature même d'être comme ça. Et donc se prendre à chaque fois des coups de poing dans la figure, métaphoriquement, notamment par Morgane, etc., qui lui parle mal, ou qui fait de l'ironie, et qu'elle est là, je crois que c'est de l'ironie, mais bref, elle est toujours, et puis jusqu'à la fin, que je ne vais pas spoiler, en fait, où elle fait aussi quelque chose pour aider tout le monde. Enfin, je la trouve très touchante et très émouvante. Je suis d'accord avec toi. Mais tout le reste du film ne l'est pas spécialement. Je trouve que c'est un peu comédie légère, rigolote, un peu façon téléfilm. Voilà, voilà. Si c'était pas avec des chansons d'Alan Menken, avec tout ça, ça aurait pu être un téléfilm qui se passe dans un truc de conte de fées comme ça, ou une série comme Once Upon a Time, ou des choses comme ça, qui est encore Once Upon a Time, a des scénarios très élaborés au bout d'un moment. Donc voilà. Mais c'est bien quand même. Ah oui, ça c'est bien quand même. On passe à la suite ? Vas-y. Parce que sinon on pourra en parler encore longtemps, je crois. Oui, mais bon, mais celui-là, il était important. Oui, il était important, ça c'est sûr. Tu veux parler de quoi ? Prenons un tout petit truc, je sais pas, dans les trucs qui sont pas très, les trucs les moins, pour qu'on alterne un petit peu, quoi. Le truc qui est pas long, dont on va pas parler longtemps. Zen. Zen, ah ouais. Tu m'as dit un petit truc. Oui, non, mais... Zen, c'est le court-métrage du studio Ghibli en collaboration avec Lucasfilm. Donc le studio Ghibli, c'est un studio japonais très connu qui a fait Princesse Mononoke, Le Voyage de Chihiro et plein de films qui ont été distribués d'ailleurs en leur temps par Disney,
qui en a perdu les droits aujourd'hui, mais pendant un moment, c'était Disney qui s'en occupait. Et en fait, quand ils ont annoncé que le studio allait faire une collaboration avec Lucasfilm, on s'est tous dit que c'était sûrement un épisode des courts-métrages Star Wars Vision, dont une saison était sortie au courant de l'année. En fait, non, c'est un court-métrage du minute ou deux, je sais plus, 3 peut-être, pas plus. Hein. Ouais. Où on voit Grogu avec les Susu, Watari, machin, les Noiraudes, enfin bon, c'est des espèces de personnages, des espèces de boules rondes qu'on voit, je crois, dans Totoro. Je sais pas si tu connais peut-être plus que moi. Tu l'as vu, hein, le film dont on parle, ou même pas? D'accord, je parle tout seul. J'ai vu. Non, mais j'ai vu Zen. Je l'ai vu, j'ai apprécié, j'ai trouvé ça mignon pour le temps que ça dure. Mais après, je connais pas du tout Ghibli. Je suis assez. D'accord. Assez réfractaire. Faudrait que je m'y mette. Non, c'est très bien en plus, mais c'est pas comme ça, hein, normalement. Enfin, normalement, il y a des vraies choses à dire. Là pour moi, ça racontait rien du tout. Quoi. J'ai pas eu l'impression de voir un projet là-dedans. Quoi. J'ai eu l'impression de voir juste. C'est juste tu regardes et puis tu oublies. Ouais, ça va pas rester, c'est mignon et puis c'est tout. Bon voilà, tu peux passer au suivant. Bon allez, on passe au suivant. C'est très bien. Un de cocher. Zootopie Plus? Ouais, bah écoute, vas-y, c'est quoi? Alors, Zootopie Plus, du coup, c'est une série qui est sortie, si je dis pas de bêtises, en octobre. Ah ouais, j'aurais dit. C'était en novembre? Oh, peut-être en novembre. Si, en novembre, pardon. C'est 6 épisodes de cette série-là, donc 6 mini courts-métrages. Chacun va se focaliser sur un personnage ou un groupe de personnages. Donc, on va avoir le premier épisode qui se focalise sur les parents de Judy, le deuxième sur Froufrou, le troisième sur Duke Weaselton, si je dis pas de bêtises. Le quatrième, c'est Mr. Big. Ensuite, on a un épisode qui concerne Benjamin Clauser et Chef Bogo et Gazelle. Et puis, on termine par Flash et Priscilla qui sont au restaurant. Donc, chaque épisode, c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Chaque épisode s'insère vachement dans le film. C'est pas une suite, c'est dans la temporalité du film Zootopie. On va avoir des focus sur différents personnages qu'on côtoie au cours du film. Quelqu'un pourrait s'amuser à faire un montage de Zootopie en intégrant toutes ces scènes pour faire une version longue. On pourrait, ouais. Ouais. On pourrait, c'est ça. Je sais pas si en fait, ça fait comme si c'était des scènes coupées. Ouais. Ça va pas servir l'histoire, ça va juste rajouter. Non, ça va la ralentir constamment. On va se dire pourquoi je t'intéresse soudainement à ces personnages secondaires, où en est l'enquête. Mais bon, ce serait rigolo pour voir la chronologie du truc. Après, je sais pas toi, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un super moment. On peut pas dire que tous les épisodes se valent, mais c'est sympa. Il y a des petits côtés parodiques, comme l'épisode par exemple sur Froufrou, c'est vraiment une parodie d'une télé-réalité. L'épisode sur Duke Weaselton, c'est un musical, donc c'était assez drôle. L'épisode que j'ai préféré, c'est l'épisode de Mr. Big qui fait vraiment une parodie du parrain. Voilà, ça c'est bon moment. Bah moi, j'ai moins aimé que toi. Je trouve visuellement c'est formidable parce qu'on arrive à avoir des séries maintenant qui sont au niveau des films. Alors après, c'est une série des Walt Disney Animation Studios, comme Baymax qui était sorti cette année aussi. Mais j'ai largement préféré Baymax en fait, qui avait pour moi des choses plus intéressantes à dire. Et là, en fait, alors après, tout le monde aime Zootopie, j'en fais partie aussi, mais en fait, je me rends compte que les personnages secondaires, ils sont tous là pour des gags particuliers. Mais je trouve pas qu'ils soient très intéressants. Après, quand on veut leur donner de l'épaisseur, pour moi, ça tourne un peu en rond. Ça m'a pas spécialement fait rire. J'ai pas trouvé ça, tu vois, l'épisode façon télé-réalité, etc. En fait, ça me passait le fait que ce soit marrant de le faire comme ça m'a pas intéressé. Il y a beaucoup d'épisodes qui m'ont pas spécialement intéressé. La course-poursuite des parents de Judy. Non, c'est l'épisode que j'ai le moins aimé, je crois. Ouais, mais c'est dommage, ça commence par celui-là. Donc, bon. Bah, ouais. Donc voilà, au final, j'en retiens le fait qu'il y ait une chanson, parce que j'aime bien ça avec Weaselton, mais enfin, je l'ai jamais remise, tu vois. Donc, mais ça, par contre, c'est quelque chose qu'il faut que je fasse, parce que parfois, on est surpris à apprécier une chanson quand on l'écoute plusieurs fois comme ça. Mais tu vois, du coup, on n'en parle pas ce soir, mais il y a Cars sur la route qui a aussi des chansons. Je les ai trouvées plus intéressantes.
que celle-là. Et effectivement, l'épisode sur Monsieur Big est le plus intéressant, avec un flashback sur son passé, etc. Et justement, un petit peu de dramaturgie là-dedans, sur l'arrivée de ces personnages. Enfin, voilà, ça parle d'immigration, ça parle, etc. Bon, voilà, toujours dans l'humour et voilà, mais c'est plutôt pas mal, ça. Mais globalement, pour moi, j'ai pas trouvé ça très intéressant. En fait, j'espère que le fait de multiplier des projets comme ça chez Walt Disney Animation Studios, qui maintenant se fait à faire des séries alors qu'avant ils n'en faisaient pas, là c'était la deuxième, j'espère que c'est pas non plus la porte ouverte à des productions où on se dit c'est bon, les gens vont quand même aimer parce que voilà, c'est des petites scénettes comme ça, basées sur Zootopie ou sur des films qu'ils aiment bien. J'attends quand même quelque chose de plus grande qualité parce que là, sinon on en revient aux séries de Disney Télévision Animation qui sont juste moins bien animées, mais qui, pour le coup, je pense que la série Réponse raconte des choses, par exemple. Oui, bien sûr. Voilà. Là, bon, c'était un peu inutile pour moi. J'ai pas trouvé ça très drôle en plus. Donc, bon, désolé. Okay. C'était pas mon... on peut pas toujours avoir les mêmes avis. Ouais, voilà. Mais bon, moi, j'ai pas envie de les revoir. Après, je te rejoins sur le fait, tu parlais de Baymax tout à l'heure. Je sais, enfin, toi comme moi et puis comme d'autres dans l'équipe, on avait adoré Baymax, mais aussi parce qu'il y avait des vrais messages qui étaient véhiculés dans les différents épisodes. Là, c'est vrai que c'est une série qui est sans enjeu. Il n'y a pas de message particulier. Bon, il y a toujours, hein, tu vois, je parlais d'immigration. Oui, mais ouais, c'est pas... Enfin bon, les personnages m'ont pas plus plu que ça, mais après, je me suis pas non plus... tu vois, je repense à celui du restaurant avec Flash, je l'ai trouvé sympa. Oui, non, il est très sympa. Celui-là aussi, donc au final, si je prends celui avec Flash, celui avec Monsieur Big, et le fait qu'il y en ait eu dans le Comédie Musicale, ça en fait déjà 3 sur 6, donc c'est pas non plus un palmarès horrible. Hein. Voilà, mais c'est vrai que bon, les autres, je me souviens même plus, quoi. Ça m'a pas... T'as pas aimé le concours de danse Benjamin Clawhauser, Chef Bogo? Je l'ai trouvé long. Si, ça va, enfin voilà. Il est sympa, mais je me suis dit, c'est trop long. Et après, c'est un truc, alors pour le coup, c'est un truc un peu technique, mais j'arrive pas à comprendre en quoi c'est une série plutôt que juste 6 courts-métrages d'animation. Quand tu vois que Marvel, ils considèrent les Groot comme chacun des courts-métrages et pas du tout une série, ils sont tous présentés un à un comme des films à part entière, des films tout à fait. Là, franchement, c'était des courts-métrages. Donc, on nous a dit que Walt Disney Animation Studios faisait une série. Comment on faisait des séries. Pour Baymax, là aussi, au début, je me disais, bon, c'est des courts-métrages, ça révolutionne. Ils sont pas non plus en train de révolutionner leur façon de travailler, c'est-à-dire que jusqu'à présent, quand ils avaient déjà fait des courts-métrages. Mais dans Baymax, il y avait une continuité quand même, au final. Là, dans Zootopie, évidemment, il y a le fait qu'ils soient insérés dans le film, mais au-delà de ça, les épisodes ne se répondent pas les uns aux autres. Et au final, j'attends toujours de voir une série où c'est vraiment partie intégrante de ça. Et je pense que la première, ce sera du coup Iwaju, celle qu'ils font avec le studio Kigali africain, qui sera de l'inédit complètement, et Vaiana et Tiana. Voilà. On n'a toujours pas vu une vraie série avec... Vaiana et Tiana, après, on les a pas encore vus, mais j'espère que c'est pas juste des épisodes de 5 minutes, et que ce sont vraiment des épisodes de 20, 25, 30 minutes, je ne sais pas, qui racontent quelque chose de... avec un vrai fil rouge, quoi. Et voilà. Pour l'instant, je trouve qu'on n'a pas trop eu ça, et au final, dans ce cas-là, des séries, ils en avaient déjà fait avant. Alors, si on part par là, parce que les Oswald des années 20, dans ce cas-là, c'est aussi une série avec ces différents épisodes, ou les Olaf qu'ils ont sortis pendant le confinement, où il y en a eu je sais pas combien, qui duraient 1 minute. On aurait pu dire aussi que c'était leur première série dans ce cas-là. Voilà. Bon, ça c'est un petit aparté. J'attends toujours de voir la vraie série, format série vraiment des Walt Disney Animation Studios. Bon. Suivant. Vas-y. Tu nous as proposé déjà une transition. Parlons d'Oswald. Ouais. Tu viens de le voir en plus. Donc théoriquement, tu l'as mieux en tête que moi. Parce que juste avant de préparer, quand on se retrouve 10 minutes avant que l'émission démarre, et puis on a parlé des trucs qu'il y avait, et puis Oswald et Ludivine ne l'avait pas vu, je dis bah écoute, ça dure 1 minute, alors tu peux y aller. T'as 1 minute, vas-y. C'est super cute. C'est tout chou. Enfin, je pense que tu m'as vu, je rigolais. Ouais, pour expliquer. Alors déjà, c'est pas sur Disney+, hein, ils l'ont mis sur YouTube, Facebook et compagnie, mais c'est on fait une incartade là. Les Walt Disney Animation Studios qui ont sorti le 28e, il me semble, cartoon d'Oswald, sachant que le dernier est sorti en 1928, hein, donc ou 27.
Donc ça fait quand même quasiment un siècle qu'ils n'en avaient pas fait. Après, la team derrière, c'est la petite team 2D des Walt Disney Animation Studios avec Eric Goldberg qui est à la réalisation. Puis on imagine probablement Mark Henn, et puis j'oublie toujours le nom du troisième. Donc voilà, ça dure 1 minute, alors que les courts-métrages d'Oswald en duraient plutôt 6-7 à l'époque. Mais c'est sympathique, on y voit. Alors, qu'est-ce qu'on y voit? Toi, tu viens de le revoir, c'est Oswald qui va au cinéma, qui se rend compte qu'il est absent du film en fait, et il entre dans l'écran. Ouais, ça fait un peu penser à Mickey à cheval. Je sais pas si tu l'avais vu. Oui, non, mais j'ai pensé exactement à ça en le regardant en fait. Je me suis dit, même principe, il trouve un moyen de s'insérer dans le. Et d'ailleurs, dans Mickey à cheval, Oswald était dedans. C'est vrai. Donc en réalité, c'était ça, sa dernière apparition dans un court-métrage, mais c'était pas un court-métrage à son nom, avec lui pour héros. Donc oui, c'est sympa. Après, on voit que le style d'animation est simple, etc. Mais de toute façon, c'était le cas des Oswald des années 20. Donc c'est pas bien méchant. Donc regardez-le, ils l'ont sorti à l'occasion des 100 ans. Il est sur YouTube, sur Facebook, etc. Enfin, vous allez le trouver. Sinon, vous allez sur notre forum, vous le trouverez dans le sujet approprié. Voilà. Et on passe au suivant, du coup. Ça a été aussi court que... Je crois que c'était plus long que le court-métrage. Cette discussion, c'est vrai. Je reprends ma liste. De quoi tu veux parler? Les Gardiens de la Galaxie, Joyeuse Fête. Ok. Alors, je fais le résumé? Ouais, vas-y. Alors, du coup, Les Gardiens de la Galaxie Joyeuse Fête, il est sorti la semaine dernière sur Disney+. Donc là, ça se passe sur la planète Nowhere. Les Gardiens de la Galaxie donc, se retrouvent sur cette planète-là. Après l'épisode de Thor 4, quand Love and Thunder, donc après avoir combattu aux côtés de Thor, il se retrouve sur Nowhere. On a Peter qui est plutôt déprimé. Et pour lui remonter le moral, on a Mantis qui veut fêter Noël parce qu'elle sait que c'est une période qui compte pour lui. Et il souhaite lui offrir un beau cadeau, Kevin Bacon. Et donc avec Drax, ils se rendent sur Terre pour kidnapper le vrai Kevin Bacon, vedette du film de Footloose, dont Peter est fan depuis l'enfance. Voilà, bon, il faut rappeler pour ceux qui ne connaissent peut-être pas trop que Peter était un humain qui a été kidnappé enfant de sa planète dans les années 80. Donc en fait, toutes ses références et tout ce qu'il connaît provient des années 80. Donc pour lui, Footloose, c'est un grand film qui n'a pas été dépassé depuis. Enfin voilà. J'ai trouvé ça super drôle en fait. Ouais. Et même émouvant. Oui. Donc pour moi, c'était réussi par rapport à ce que ça voulait être et ce que ça voulait raconter. Je trouvais ça très très bien. Il y a une chanson qui est vraiment sympa parce qu'on a en gros tous les personnages en gros qui essaient de comprendre ce qu'est Noël, et à travers un bouche à oreille qui a très mal fonctionné, ils se retrouvent à chanter quelque chose qui est censé raconter le paix à la vie du Père Noël, etc., mais en disant n'importe quoi. Donc non, franchement, c'était plutôt pas mal. D'ailleurs, cette chanson-là a été traduite en français. Ouais, si on regarde ce moyen métrage, parce que c'est 40 minutes seulement. Un peu plus, 40, 45, 50. En France, ça compte comme un long métrage. Ok. À partir de 40. Si tu le dis. Moi, j'aurais dit moyen, mais bon, si tu dis 40. Ok. Oui, donc la première chanson est traduite. On a une version française de cette chanson-là qui est vraiment très chouette et punchy. Et puis, on a une autre à Noël. Exactement. Et on a une autre chanson qui est originale et qui est diffusée à la toute fin avec une interprétation de Kevin Bacon, justement. Ouais, c'est clair. Sinon, le reste de la bande-son est toujours aussi chouette. Enfin, non, franchement, c'est plutôt sympa. Alors après, c'est vraiment une encartade anecdotique, juste pour rigoler. Voilà, il se passe rien d'autre. Alors, il y a une révélation qui arrive en début d'épisode qui est intéressante, et voilà, mais bon, si jamais vous la loupez, j'imagine que ce sera rappelé dans Les Gardiens de la Galaxie volume 3 l'année prochaine. Mais voilà, ça se passe entre les deux films. C'est quand même à voir. Et c'est un petit peu dans la lignée ils se sont lancés dans ce format-là avec Werewolf by Night pour Halloween, et celui-là, c'était pour Noël. Donc je trouve que c'est une bonne idée. S'ils nous en font comme ça
2 par an, ou même à d'autres saisons, hein. Enfin voilà, ils peuvent continuer. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Très bien. Rien de plus à dire. Bah, puisque tu parlais de Werewolf by Night, vas-y. Ouais, Moi, je l'ai pas vu, mais vas-y. D'accord, il est sorti pour la saison d'Halloween. Donc c'était le premier special, ou en tout cas film spécial de moyen métrage, pour faire plaisir à Ludivine, sur Disney+. Alors il a été réalisé par Michael Giacchino, qui est surtout un compositeur de base, qui a composé la musique de quasiment tout ce qui sort de tous les grands studios depuis 10-15 ans. Donc voilà, il s'est lancé dans ce projet-là. C'est un film de monstre qui est tourné intégralement en noir et blanc, dans lequel on suit des personnages qui sont très connus par les fans de comics, mais alors moi je ne connaissais pas forcément. Alors si je connaissais la chose, Man-Thing, enfin pas la chose, c'est la chose, c'est un gars fantastique, mais bon, Man-Thing, en tout cas, je ne sais plus comment on l'appelle en français. Donc voilà, c'est très sympa. Je sais que il y a beaucoup de gens qui ont adoré. Moi, j'ai pas adoré, je vais être sincère, mais bon, après, ça, c'est mon avis perso. J'ai trouvé ça bien, mais je trouvais ça un peu long quand même. Ou pas le temps long, parce que bon, évidemment, il est pas long en plus le film, mais j'ai trouvé que ça s'éternise un petit peu sur des choses qui, moi, m'ont pas parlé, mais ça peut parler à beaucoup. Mais sur on va dire, le dernier quart d'heure, j'ai trouvé ça très bien. Il y a en plus des propositions de réalisation qui sont vraiment très intéressantes, notamment avec un jeu d'ombre, où on a une créature dont on voit que l'ombre portée sur les personnages qui sont face à nous, recroquevillés dans une prison. Voilà, si je me souviens bien du plan, il m'a quand même fait une forte impression. Donc c'est vraiment très, très intéressant qu'il fasse ça. Et puis moi, j'encourage de toute façon ce type de choses qui changent. J'ai la réponse, c'est l'homme-chose. Voilà, donc pas la chose, mais l'homme-chose. Faut surtout pas se tromper. Donc voilà, c'est très bien. Je sais pas du tout, par contre, ce qu'ils vont faire de tout ça. Enfin, il y en a Galaxy, il n'y a pas de problème, mais pour Werewolf by Night, je sais pas. Est-ce que c'était juste un one-shot comme ça qu'on reverra jamais? C'est un peu l'impression qu'on a avec Moon Knight aussi, hein, la série. Ou est-ce qu'on va retrouver tout ça au bout d'un moment d'une manière ou d'une autre, autrement que dans une foule de personnages d'un simili Avengers Endgame potentiellement. Enfin, voilà, peut-être qu'on les reverra comme ça en caméo dans Secret Wars ouais, mais bon, est-ce qu'on peut. Enfin, je sais pas. Voilà, pour l'instant, c'est tellement décalé et à part que que on n'arrive pas trop à voir ce qu'ils vont faire, mais bon, c'est pas gênant, ça fait des projets différents. Si on nous l'avait pas, si Marvel ne l'avait pas dit officiellement, on pourrait même penser que ça fait pas partie du MCU, par exemple. Mais c'est le cas. Voilà. Sujet suivant. Vas-y. Un truc que j'ai pas vu moi, comme ça tu peux parler. Parce que là, j'ai pris t'inquiète pas, ça va arriver. Non, mais restons dans les trucs qui font, enfin, un peu Halloween, qui font peur. L'automne merveilleux de Mickey. Ouais. Bah vas-y. Allez. Du coup, l'automne merveilleux de Mickey, c'est le 4e et dernier des longs épisodes de la série Le Monde merveilleux de Mickey. Et ici, nous avons Mickey qui a hérité d'un domaine à la campagne, avec le champ de citrouille qui va avec, et qui part avec Minnie, Dingo, Daisy et Donald, dans l'idée d'y vivre un merveilleux automne. Donc, que dire, c'est celui que j'ai le moins aimé. Ah ouais? Ouais. J'avais adoré l'été merveilleux de Mickey et le printemps merveilleux de Mickey en particulier. Et là, alors je sais pas si c'est un problème de timing, parce que je trouve qu'il est arrivé quand même très tardivement. Il est arrivé à l'occasion du 18 novembre, donc pour l'anniversaire de Mickey, et puis aussi pendant le week-end de Thanksgiving aux États-Unis. Donc, on était en plein. Ça peut se valoir, sauf qu'on était déjà beaucoup en mode Noël. Enfin, moi, je l'étais en tout cas très particulièrement. Oui, mais après, c'est sur l'automne, donc l'automne, on est en plein dedans. Dans les faits, l'automne n'était toujours pas fini, mais vu la thématique, vu le petit côté un peu épouvante, etc., moi, je l'aurais bien vu juste avant Halloween ou au moment d'Halloween. Oui, je vois. Bon, ils l'ont sorti le 10 novembre parce qu'ils ont voulu faire aussi le clin d'œil de l'anniversaire de Mickey, je pense. Mais bon, c'est vrai qu'il y avait déjà l'histoire d'une souris pour ça, mais bon. Ouais. On fait d'une pierre deux coups.
Après, il reste sympathique. Il y a des caméos qui sont chouettes. On retrouve par exemple l'ours Humphrey, le ranger Gio Dubon. On a Ichabod Crane, du crapaud et le maître d'école. Exactement, et Mathilda. On a Monsieur Hibou de Bambi aussi. On a Clarabelle et Horace. Je crois que j'ai fait le tour. Enfin, il y en a peut-être d'autres. En tout cas, la critique a été rédigée par Franck. Elle est sortie cette semaine, donc vous pouvez tout à fait aller la lire et tout savoir. Mais bon, en tout cas, c'est celui que j'ai le moins aimé, même si on passe quand même un bon petit moment. Oui, ça reste sympa. Bon, voilà, en gros, le twist, c'est que quand il arrive dans le village, il croit qu'il va marcher sur les traces de son ancêtre qui lui a légué ce domaine-là, sauf qu'il se rend compte qu'en fait, il était détesté par tout le village et qu'il était considéré comme un très mauvais fermier et qu'il savait rien faire de son terrain. Donc, il veut essayer de renverser la vapeur et Donald utilise une espèce de potion bizarre qui fait que tout pousse à toute allure. Je me demande si c'est pas un clin d'œil au haricot magique ou un truc comme ça, mais bon. Voilà, on a des citrouilles géantes, mutantes qui débarquent, etc. On a Daisy et Minnie qui sont complètement addicts au sirop d'érable. Oui, c'est ça, voilà. Ça se termine dans une espèce de grosse scène d'action façon film de super-héros avec personnages géants, etc. Enfin, bon, voilà, ça part dans un gros délire. Donc, bon, après, pourquoi pas. Enfin, moi j'ai pas trouvé que c'était le moins bon des quatre. Mais après, le truc, c'est que j'avoue que les trois, en dehors de l'été, les trois, finalement, je les à peu près similaires dans leur qualité. C'est sympa sans plus. Je préférais la série, pour le coup, Le Monde Merveilleux de Mickey, avec les épisodes d'une 7-8 minutes. Par contre, l'été Merveilleux de Mickey, je me permets d'en parler quand même, parce qu'on n'a pas eu d'épisode depuis qui nous aurait permis d'en parler. Là, par contre, j'ai trouvé ça incroyable. Pour moi, c'est un des meilleurs films de la carrière de Mickey, en fait. En tout cas, dans ce style-là, le style qu'on a depuis 2013, quand même, ça fait presque 10 ans. Ce style-là de Mickey, pour moi, c'est ce qu'ils ont fait de mieux. C'est super bien construit, c'est le genre de truc où on revoit plusieurs fois une même scène sous le point de vue de différents personnages, avec des révélations au fur et à mesure et qui sont vraiment très drôles. Donc, si vous ne l'avez pas vu, regardez l'été merveilleux de Mickey. Mais regardez les quatre. Oui, ou regardez les quatre, mais en tout cas, regardez quand même l'été, surtout. Même si vous n'avez pas trop aimé, imaginez que vous commencez par le printemps. De toute façon, vous pouvez les regarder dans l'ordre que vous voulez. C'est vrai. Il n'y a pas spécialement de continuité. Je pense qu'ils ont été faits pour ensuite rester dans le catalogue et être visionnés en fonction des saisons à l'envie, quoi. Voilà. Celui de l'été, je pense que je me le referai l'été prochain. Très bien. Sujet suivant. Tu veux parler d'une série, d'un film? Ouais, je sais pas, une série? On n'a pas parlé de série pour l'instant. Non, c'est vrai. Série qui est en cours actuellement. Super Noël, la série. Ouais, ok. Toi, tu t'as vu les 3 épisodes, c'est ça? Ouais. Je crois qu'il y en a 4, je sais plus. 4. Enfin, tu es à jour en tout cas. Ok, bon, d'accord, ok. Bon, tu pourras en dire un peu plus sur moi, parce que moi, j'ai vu que le premier pour l'instant. Je trouvais ça sympa, mais sans plus. Alors, faut dire que j'aime beaucoup en fait, j'ai grandi avec le Super Noël, le premier film. J'ai découvert le deuxième et le troisième à la fin de l'adolescence en les achetant en DVD, en complétant ma collection de films Disney. Donc, je les ai vus, j'en ai gardé quasiment aucun souvenir, pour être sincère. Pareil. Ça m'a pas spécialement parlé. Je me rappelle même du troisième quand il est sorti. J'étais déjà sur DCP, sur notre forum, etc. On parlait du fait qu'ils annulaient la sortie cinéma. En fait, il est sorti directement en vidéo en France. Je me rappelle que ça faisait un petit peu... Alors, voilà, ça nous faisait parler. Maintenant, j'aime bien l'épisode que j'ai vu. En plus, il y avait une chanson... reprise, une chanson de Madonna, je crois, si je dis pas de bêtises, avec les elfes et tout. Il y a d'autres reprises. Ils refont ça à plusieurs fois. Alors ça, pour le coup, c'est un truc de la série, parce que je me rappelle pas qu'ils aient fait ça dans les films. C'est super chouette. Ils le font pas à tous les épisodes, mais ils le refont, ouais. D'accord, ok. Donc voilà, après, voilà, le truc, c'est que c'est pas non plus une histoire qui ouvre la porte à des situations... à quelque chose de grandiose. C'est gentillet, c'est pour Noël, enfin voilà. Mais le film fonctionnait très bien, je trouve. Là, voilà, faut que je continue. J'en sais rien en fait. Je sais pas si ça va vraiment me passionner, mais c'est sympa. Un peu comme les petits champions, quoi. Voilà. Oui. Dans le même ordre.
C'est vrai qu'on pourrait parler des petits champions. Moi, j'avoue, j'ai pas encore regardé. Mais alors, j'ai vu toute la saison 1, mais j'ai pas pris la saison 2 et j'ai pas non plus regardé. Mais ma priorité, ce sera Big Shot parce que j'avais regardé la saison que j'avais adoré. C'est génial, Big Shot. Voilà. J'ai pas vu la deuxième. Et puis on l'a même pas mis, mais c'est déjà sorti depuis un bout de temps, du coup on l'a pas mis dans notre sélection. Mais non, Super Noël la série, si on peut en parler un petit peu, de quoi ça parle. On retrouve Tim Allen, cœur sur Tim Allen. Donc Tim Allen dans le rôle de Scott Calvin, le Père Noël. Il est sur le point de fêter son 65e anniversaire. Oui. Qui est donc, vas-y David. Tim Allen. Attends, il faut lui appuyer sur les fesses. Tim Allen. Je suis Buzz l'éclair. Ah bah non, Richard Darbois. Merde. Voilà ce que c'est d'acheter en français. Non, en vrai, j'étais content de l'avoir en français en plus, mais bon. Buzz l'éclair en anglais. Buzz l'éclair, le jouet d'Andy, pas le vrai Buzz l'éclair qu'on a eu. La voix originale de Buzz l'éclair. Donc Scott Calvin est sur le point de fêter son 65e anniversaire. Il se rend compte qu'être le Père Noël éternellement, c'est pas forcément évident, et pour lui et pour sa famille. Et du coup, il est décidé à passer le relais et il se met à la recherche d'un successeur pour préparer sa succession. Et ça de chercher un successeur pour préparer. C'est mieux, hein. Je cherchais mes mots. Tu parles de Bob Chapek, de Bob Iger ou de Père Noël? Toute situation similaire serait totalement fortuite. Oui. Donc, moi, j'ai bien aimé jusque-là. Après, j'attends de voir un petit peu où est-ce qu'ils veulent en venir par rapport à l'épisode actuel. Tous les personnages ne se valent pas. J'avoue que pour l'instant, le Père Noël... Ordure. Je n'ai jamais vu ce film-là. Le Père Noël qui lui succède... parce qu'on le voit. J'aime pas du tout le personnage. Spoiler. Voilà, j'en dirai pas plus, hein, je t'ai pas dit de non. Non, donc bien qu'il va y avoir quelqu'un. Voilà, non mais à suivre. Pour l'instant, je suis quand même contente de regarder les épisodes chaque semaine et de les attendre. Je peux pas dire je le regarde pour occuper 5 minutes de ma vie non plus. Moi, je commence à accumuler du retard parce qu'il y a Willow aussi dont on parle pas, mais Eh ben, j'ai pas encore eu l'occasion de le terminer. Il y a trop de choses là là, on arrive à un moment où il commence à y avoir beaucoup de choses en même temps. Je me rends compte qu'il faudrait théoriquement que je fasse la saison 2 des Petits Champions, la saison 2 de Big Shot, la suite de Super Noël, la série, commencer Willow. Et je suis que sur des séries qui sont supposées m'intéresser. On est sur du label Disney, Lucasfilm, enfin sur des gros trucs, quoi. C'est ça. Donc, mais bon. On va pas se plaindre après. Hein. Voilà. On va se plaindre de ne pas avoir assez de temps. Voilà, il faut juste arrêter de travailler et puis. Je t'avoue qu'avant de retravailler, ça m'arrangeait d'avoir plein de temps pour regarder toutes ces séries. Ok, écoute, si tu as à moins que d'autres choses sur Super Noël. Non, si en ligne vous avez un avis à nous partager sur Super Noël, la série, n'hésitez pas. Je vois que nous avons notre régie qui dit que Kal Penn est excellent. Oui, il est très bien dans ce rôle, c'est juste que le personnage, je l'aime pas. Voilà. Kal Penn est donc il m'agace. Par contre, sa fille est super mignonne. Donc, et il a une fille, merci. Deuxième. mais tu le vois dans le premier épisode, ce mais oui, personnage. Mais je me doute bien que ça allait être ça. Qu'est-ce qu'on a ensuite Fire of Love. Ah là 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 là. On en a même pas parlé avant. Donc, non. Tu l'as vu, hein. Et on l'attendait avec impatience. Oui, je l'attendais avec beaucoup d'impatience. Non, mais là, il faut expliquer en fait. Vas-y. National Geographic Documentary Film. Ne zappez pas, je vous assure, c'est très bien. C'est le studio qui fait des films documentaires pour le cinéma de National Geographic. C'est le Disney Nature de National Geographic. Et il faut absolument voir leurs films. Et donc, ils ont créé ce label-là il y a à peu près, je sais pas, 5 ans, 6 ans, je sais pas. Donc, il y en a une vingtaine de films comme ça. Ouais. J'essaie de faire plus longtemps que ça. Alors, je pense, ils sont listés sur Chronique Disney. Oui, ils sont sur Chronique Disney. Mais voilà, il y a les films National Geographic tout court, etc. Mais National Geographic Documentary Film, ou NGDF pour les pas encore intimes. Les NGDF,
Oui, c'est bon. Les NGDF, c'est vraiment très très bien. Jane, qui est sorti il y a un petit moment, maintenant déjà, c'est incroyable. C'est toi qui as fait la critique, hein, il me semble. Oui, c'est moi qui ai fait la critique. Le site, c'est la vie de Jane Goodall, hein, passionnée de chimpanzés qui a consacré sa vie. C'est super bien. Il y en a plein qui sont bien. Il y a Cousteau qui est très bien. Il y a Face aux requins qui est super. Enfin voilà. Toujours des histoires incroyables. The First Wave sur la première vague de Covid-19 à New York. Qui a été chroniqué aussi par Karl. C'est incroyable. Donc c'est toujours des histoires incroyables. Et donc là, ils ont sorti au cinéma Fire of Love. Il est sorti en salle aux États-Unis, même en IMAX lors d'une ressortie à un moment donné. Et il est sorti en France aussi dans quelques petites salles. Mais bon, moi j'ai loupé, donc j'ai attendu la sortie de Disney+, comme tout le monde, enfin comme les autres. Et c'est sorti le 11 novembre sur Disney+. Ouais, c'est ça. C'est vraiment super bien en fait. Donc c'est la vie. Dis-nous toi, tiens. Ça raconte l'histoire. La vie des volcanologues français, donc en plus Cocorico, des héros français, Katia et Maurice Kraft, et aussi leur histoire d'amour. Donc le couple volcanologue est décédé alors qu'il tournait des images sur le volcan, si je dis pas de bêtises, Unzen au Japon. Alors, c'est au Japon, je ne sais plus le nom du volcan. Tu les connaissais avant? Oui. J'en avais entendu parler parce que je me suis toujours intéressée aux scientifiques. Puis bon, quand on a des scientifiques français un peu connus, qui ont marqué l'histoire, oui. Mais alors moi, j'avoue que je ne connaissais pas. C'est vraiment c'est le film pendant lequel j'arrête pas de me dire, mais comment c'est possible? C'est tellement important, c'est tellement super. Ils avaient une vraie vie dans les médias pendant toute l'époque où ils étaient vivants, et on parle des années 80-90. Alors, moi, j'étais trop jeune, mais j'aurais peut-être dû rétroactivement quand même en entendre parler ou voir. Et ils ont fait avancer beaucoup de choses sur l'étude des volcans. Et j'ai aussi découvert l'éruption effroyable là, qui a eu lieu. Alors, c'était en Colombie, je crois. Non, c'est pas en Colombie. Ouais, il me semble. En Amérique latine, à un moment donné, ils y vont, etc. Puis ils découvrent les délais, etc. Du coup, je me suis renseigné sur l'histoire de ce volcan. Il y a des images, il y a des choses. Bref, c'est assez bouleversant. Et en fait, c'est une histoire d'amour assez. Le titre est tellement choisi. Je suis fan de l'affiche en plus, donc. Mais oui. Ils sont tous les deux là dans leur espèce de costume d'extraterrestre là. Face à un mur de lave. Ouais, face à un mur de lave, etc. Donc voilà, un couple de volcanologues qui ont dit toute leur vie qu'il y avait ça qui les intéresse, etc. Et qui finissent par même en mourir. Et ils en parlent à un moment donné du fait qu'il n'y aurait même pas de regret. En fait, ils préfèrent vivre cette vie-là et mourir avec cette vie-là plutôt que de rester chez eux à ne pas faire ce qui les fait vibrer. Donc c'est vraiment très bien. Et tu l'as vu en VO, Steph? Je l'ai vu en VO. Ouais, moi aussi. Et regardez-le en VO en plus, parce que comme ils sont français, du coup, c'est sympa d'avoir ce jeu de passage de langue, etc. Donc, non, franchement, vraiment très très bien. Et c'est vraiment pour moi, c'est le studio pour l'instant qui fait un sans faute en ce moment chez Disney, qui ne fait qu'enchaîner les bons films. Mon film préféré de l'année pour l'instant, c'est aussi un NGDF, puisque c'est Mon Père, Thorn en anglais. Tu l'as vu? Oui. Ouais, voilà. Bon, on est encore sur une histoire bouleversante d'un homme qui est mort dans une avalanche. Et on a retrouvé son corps, je sais pas, 20 ans après, et la famille retourne sur les lieux, sachant que, pour info, le meilleur ami alpiniste du mec qui est mort a ensuite épousé la femme en question et élevé les gamins. Enfin, c'est une histoire un peu compliquée comme ça. Voilà, où on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? On pourrait se dire c'est un film. Il y a un scénario derrière, mais non, pas du tout. Pas du tout, c'est leur vie et c'est très bien raconté et très, très émouvant. Donc voilà, leur prochain film, il me semble que c'est sur les dernières semaines des Américains, des soldats américains en Afghanistan. Donc ça promet aussi des images assez particulières. Donc voilà, très bon film. D'ailleurs, un des meilleurs films de l'année. Oui, bon, pour moi, il ne voudra pas Jane parce que Jane, c'est important pour moi, mais Jane Goodall est importante pour moi. Mais David, je suis sur la critique de Fire of Love, donc. Ah, ok, super. Voilà. Non, Jane je trouve Jane supérieure également. Et puis de toute façon, même comme j'ai dit, mon préféré de l'année, ça reste Mon Père pour l'instant. Donc voilà, c'est très très bien comme film. Ouais, faut voir, faut vraiment le voir.
Et oui, je disais le prochain, c'était C'est celui hyper en prenant. Afghanistan, mais il y en a eu un autre qui est déjà sorti au cinéma aux États-Unis, mais qui sort sur Disney Plus là ce mois-ci, je crois. C'est Notre Terre en Amazonie, je sais plus le titre en français, c'est The Territory en anglais. C'est un film en gros il me semble que c'est un film sur les Brésiliens, enfin les tribus au Brésil qui voient la déforestation empiéter sur leur territoire en fait. Donc Ça s'appelle La forêt amazonienne, Notre Terre. voilà, en français ils ont donné ce titre-là. Donc c'est aussi quelque chose qui me donne très envie. J'adore l'affiche aussi où on voit juste le visage d'un homme comme ça avec au milieu de la forêt. Je sais plus, mais bon, enfin, je trouve que c'est toujours fait avec goût et c'est très bien. Ouais. Si ça se trouve, le film est nul, hein, mais bon. C'est peut-être leur premier mauvais film. Ouais, vainqueur à Sundance, je crois pas. Non, je le sens bien aussi. Je pense qu'on n'a pas trop à se mouiller. Hein. Non, c'est clair. Mais voilà. Mais regardez vraiment ces films, hein, je le répète encore parce que j'ai l'impression parfois de parler dans le vide, même quand je l'écris sur le forum, etc. Quand j'en parle même dans notre équipe, etc. J'ai l'impression qu'il n'y a que toi qui ai mon oreille attentive sur le sujet. Vraiment, il faut regarder les films de National Geographic, documentary film. Et je leur ai même écrit en leur disant, mais faites une collection dédiée à juste ces films-là sur Disney+, qu'on les trouve et donner envie aux gens de comprendre, parce que là, ils sont vraiment entremêlés avec tous les documentaires télé, des émissions, des séries. Donc, j'avoue que c'est pas simple. Mais là, dans la conversation, vous avez la liste qui est indiquée et vous regardez la sous-liste précise de documentary film. D'ailleurs, est-ce que tu nous as fait une sous-liste justement de ceci sur Letterboxd? Oui, très certainement. Il faudrait revérifier, mais elle est très certainement. Ok, très bien. Et juste pour compléter sur Fire of Love, parce que du coup, je viens de rouvrir l'affiche sous les yeux. Sur l'affiche, ils mettent une accroche dite par le journal Rolling Stone, qui le présente comme la plus incandescente histoire d'amour jamais racontée. Et ça résume tout le film. Il me semble que le titre, il y a un titre français, hein. Enfin, c'est Fire of Love, quelque chose des volcans. Au cinéma, mais pas sur Disney+, il me semble. Donc du coup, ouais. Je suis en train de regarder. Au cœur des volcans. Fire of Love au cœur des volcans, ça s'appelle. Oui, fallait qu'on rajoute un sous-titre en français. Exactement. Bah non, mais sinon, il fallait le traduire, en fait. Mais le feu de l'amour. Oh ouais, les feux de l'amour, tiens, voilà, parfait. Histoire d'encore plus plomber tout le potentiel du film. Tu l'appelles les feux de l'amour. C'est pareil. Mais ça aurait pu s'appeler comme ça, en plus, c'est ça le pire. S'il n'y avait pas eu cette série qui ne s'appelle pas du tout les feux de l'amour en anglais, mais The Young and the Restless. Donc, ça, c'est une spécificité. C'est peut-être pour ça qu'ils ne l'ont pas traduit. Hein. Peut-être. Pour ça qu'ils ne l'ont pas traduit. Parce que tous les autres films sont quasiment tous traduits. Hein. Bon, à part The First Wave, mais ça aussi, c'est incompréhensible. Ouais. S'ils ont besoin d'aide pour traduire. On peut les aider. Pour traduire leur titre. Embauchez-nous comme consultant, on va vous aider. Vraiment, la première vague, voilà, c'était pas dur. Très bien. Qu'est-ce qu'on avait mis dans notre liste? Est-ce que tu veux parler du journal d'un dégonflé, Rodrigue Fessalois? Moi, je ne l'ai pas vu. Oui, eh bien, figure-toi que tu n'as donc pas vu le dernier film d'animation de Walt Disney Pictures. Je n'ai aucune honte par rapport à ça. Non, mais ce ne sont pas des grands films, mais bon, mine de rien, c'est intéressant de voir que Disney s'est engagé là-dedans. Alors, c'est issu du catalogue de 20th Century Studios de base, qui avait fait déjà 4 films en prise de vue réelle, qui sont basés sur une série de livres. Hein. Le journal d'un dégonflé, c'est un livre à la base pour enfants, avec des illustrations très particulières, au crayon simple, presque des bonhommes bâtons, mais voilà, avec juste 3 poils sur la tête, façon Doug aussi, si vous connaissez la série Doug, que Disney avait aussi récupéré dans les années 90. Et donc le premier film était sorti l'année dernière, et le second, le journal d'un dégonflé, Rodrigue Fessalois, c'est celui qui est sorti la semaine dernière, vendredi. C'est le deuxième livre, donc c'est aussi un remake du film live, du coup, parce que pour l'instant, il y a beaucoup plus que 4 livres, mais comme il les adapte maintenant en dessin animé, en animation, en image de synthèse, les uns après les autres, pour l'instant, ce sont surtout des remakes. J'ai trouvé le deuxième plus intéressant, c'est un peu plus fun. Disons que là, Rodrigue, c'est son grand frère qui fait partie d'un groupe de musique, qui n'écoute pas ses parents, qui ne fait que bêtise sur bêtise et qui parfois se sert un peu de son petit frère pour obtenir des choses, alors qu'au final,
il se fait toujours avoir, quoi, le petit frère. Donc, c'est Greg, le nom du frère. Et les parents partent pendant 3 jours pour leur lune de miel. Non, pas pour leur lune de miel, mais pour fêter leur anniversaire de mariage, pardon. Et bien entendu, la première idée de Rodrigue, c'est de préparer une grande fête. Vous savez, les espèces de grandes teufs à l'américaine, façon X Factor, avec tout le monde qui fait, qui danse, qui fait du bruit, qui mange, qui boit, etc. Alors attention, version Disney animation, hein, donc on n'a pas non plus des litres d'alcool. Mais ça se regarde, c'est sympa, ça vise les enfants de toute façon. Et bien, figurez-vous qu'il y a même une chanson originale qui est aussi traduite en français dedans. C'est la chanson du groupe Couche Crasseuse, qui est le nom du groupe de Roderick. Et la chanson s'appelle Est-ce que tu nous sens? Je vous donne les infos comme elles viennent. Mais voilà. Bon, ça se regarde. C'est pas un grand film. Voilà, ça fait partie de ce que Disney a récupéré. En fait, moi, ça me fait penser au moment où ils se sont lancés dans la fée Clochette, où ils se sont dit on va partir sur un personnage comme ça. C'était Disney Toon à l'époque, hein, qui avait fait ça pour pouvoir faire autre chose que des suites honteuses aux grands classiques. Ils en ont fait 6 comme ça. Là, comme c'est parti, le journal d'un dégonflé, il pourrait y en avoir 6, voire plus. Donc, si ça dépasse 6, attention, le journal d'un dégonflé deviendra donc la saga la plus longue jamais créée en animation chez Disney. Et là, cette semaine, on va avoir vendredi La Nuit au musée, le retour, la revanche, je ne sais plus, de Kamunra, qui est un film d'animation en 2D, qui est la suite des 3 films live en fait de 20th Century Studios. Et donc là, on a la suite en animation. Ça a l'air pas mal, hein, de ce que je vois. Même le style d'animation 2D fait penser un petit peu peut-être à la cour de récré ou ce genre de choses. C'est plutôt pas mal, mais un peu comme le journal d'un dégonflé fait penser à Doug. Donc si pour le public que ça vise, c'est pas trop mal. Ok. Voilà. Très bien. On me signale qu'on arrive à l'heure d'émission, donc on va... On a oublié. On va accélérer un peu et même se condenser. Tu m'as dit que tu n'avais pas vu Reboot ou tu l'as vu, je ne sais plus. Non, j'ai pas vu. Alors, et tu n'as pas vu non plus The Bear? Non. Ok, très bien. Eh ben, je vais présenter rapidement ces 2 séries qui sont sorties sur Disney+ cet automne. Reboot, donc c'est une série en 8 épisodes qui traite, comme son nom l'indique, d'un reboot d'une série sortie donc une série fictive sortie au début des années 2000 pour Hulu. C'est une série, une sitcom qui est bien dans son temps, avec des bons personnages bien machos, des blagues bas de plafond. Et là, durant le reboot, la showrunneuse est une scénariste qui est féministe et très moderne. Donc, c'est une petite série qui est sympathique, hein. 8 épisodes, une trentaine de minutes. Ça montre assez bien les coulisses de la télévision. Il y a beaucoup de second degré qui concernent la mode des reboots d'anciennes séries et le rachat de la Fox et Hulu par Disney. Il y a un bon affrontement qui s'opère entre les humours du passé et les humours actuels. Les woke contre les boomers. C'est assez drôle de ce point de vue-là. En revanche, gros bémol, ça va être les personnages qui ne sont pas hyper attachants, voire même carrément insupportable pour certains. C'est le genre de série qui va se consommer et s'oublier vite. Mais on passe quand même un bon moment en le binge-watchant. Par contre, The Bear, ça par contre, je vous engage complètement à la voir. Série en 8 épisodes aussi, d'une trentaine de minutes aussi. Ça se passe dans un resto de sandwich à Chicago. Là, on va suivre un jeune chef gastronomique qui reprend le restaurant familial suite au décès de son frère et qui se trouve confronté à une masse de difficultés. C'est hyper prenant, c'est cru, c'est intense, c'est plein de tensions. On a un rythme qui est hyper dense tout au long des épisodes. Une série réellement addictive avec une mise en scène top. Donc vraiment, gros coup de cœur pour cette série-là cet automne. Je vous engage à la voir. Je t'ai déjà dit que j'ai déjà trop de trucs à rattraper et là tu me donnes envie d'en voir une autre là. Donc, c'est pas comme si je te l'avais pas dit il y a quelques semaines. Non, mais là, c'est vrai que ça me tombe bien. Ça, c'est une série à regarder en couple en plus. Marie aime beaucoup tout ce qui tourne autour de la restauration, donc je pense que c'est un truc dans lequel on pourrait se lancer. On finit Iron Fist. Oui, on a 10 ans de retard, mais je pense qu'on va regarder. Mais ouais, non, vraiment, The Bear, c'est une très très bonne série. Dans ce qu'on pourrait dire en plus, toi, tu avais dit que moi, je peux parler en 1 minute ou 2 minutes maximum de chaque truc qu'on a loupé et on termine sur
Sur quoi? On termine sur Mickey, l'histoire d'une souris. Ok. Donc pour faire rapide, tout ce qui n'est pas Mickey, l'histoire d'une souris. Elton John live Farewell from Dodger Stadium, c'était le concert en direct d'Elton John qui a été diffusé donc sur Disney+. Alors en France, c'était le 21, il me semble, à 4h du matin. Bon, je l'ai pas regardé en direct, j'ai regardé le soir suivant. Ça dure 3 heures, hein, c'est le concert en entier. Alors si vous aimez Elton John, moi j'aime bien Elton John. Donc j'ai regardé. En plus, c'est un concert que j'ai réservé, que je suis censé voir l'année prochaine. Là, c'était la dernière, mais aux États-Unis. C'était pas la dernière. Donc voilà, très bon concert avec Elton John, j'étais plutôt en forme et tout. Les images sont plutôt belles. L'intro est sympa. On a beaucoup de stars qui font leur petit message, etc. Jusqu'à même au président des États-Unis, Joe Biden, qui lui fait son petit message aussi. Il y a l'histoire dans l'histoire, mais ça, on vous en a parlé lors de. Dans du live sur Bob Iger. Chapek, Bob Iger, ça se passe pendant cette soirée-là aussi. Voilà. Si vous aimez, c'est assez à voir et c'est aussi particulier dans le sens où c'est la première fois qu'il y a un live mondial sur Disney+. Tout le monde pouvait regarder en direct, donc c'est quelque chose qui va peut-être se développer. Alors Pentatonix, Noël autour du monde, c'est une émission spéciale de Noël où on a le groupe Pentatonix qui est un groupe a cappella plutôt connu. Je sais pas, tu connais peut-être Ludivine. Oui. Voilà, qui du coup. Très chouette. Voilà, donc en fait, ils se retrouvent coincés dans une salle où il y a toutes les lettres envoyées par leurs fans. Et du coup, on va visiter des fans de différents pays. Donc ça se passe au Ghana, ça se passe en Grenade, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est sympa. Alors après, toute l'histoire avec les lettres, machin, leur manager très excentrique qui fait des blagues tout le temps, on s'en fout. Franchement, tout ce qu'on veut, c'est voir les chansons. Mais c'est sympa, ça se regarde. C'est surtout intéressant pour les petites histoires de chaque fan qui raconte sa vie et qui montre sa culture. Ça, j'ai trouvé ça très bien. Et il y a aussi eu donc le Casse-Noisette, le ballet hip-hop. C'est dommage qu'on puisse pas en parler plus longtemps parce que c'est très spécifique, très, très spécial. C'est le ballet du Casse-Noisette avec toutes les musiques que vous connaissez déjà, qu'on a aussi dans Fantasia, mais aussi, voilà, vous connaissez forcément ces musiques-là. Et si vous pensez que vous ne les connaissez pas, vous vous trompez. Vous les connaissez. Mais reprises en version hip-hop avec du rap, avec du R&B, etc. Mais tout en danse et en ballet, ça reste un ballet quand même. C'est filmé dans des vrais décors et tout. Et c'est très particulier, très ambitieux. J'ai découvert qu'en réalité, c'était un spectacle qui se faisait sur scène et que pour Disney+, ils ont fait cette version-là adaptée à la plateforme. Alors, nous, on l'a regardé à 2. Au bout de 10 minutes, lui, il a laissé tomber. C'est très disons que ça se mérite, quoi. C'est très particulier, donc mais au final, moi, j'ai été pris dans le truc et j'ai regardé jusqu'à la fin et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment bien. C'est une belle proposition, audacieuse en tout cas. On a aussi quoi d'autre? Avalonia, l'étrange voyage, qui n'est pas encore sorti sur Disney+, puisque sa sortie est prévue a priori pour la fin de l'année, mais il est sorti au cinéma dans le reste du monde. Je suis allé voir en Belgique, à Bruxelles, où il passe sûrement encore. Hein, donc, nos amis belges qui nous écoutent, si jamais vous voulez aller le voir ce week-end, c'est probablement encore possible. C'est le 61e grand classique long métrage d'animation des Walt Disney Animation Studios, donc le 60e étant Encanto, la fantastique famille Madrigal. C'est un film d'aventure qui s'inspire des aventures un peu pulp, des comics pulp des années, je sais pas, un peu ambiance années entre 40 et 60, je suis pas assez plongé encore dans le truc pour savoir, avec monde fantastique, façon science-fiction, façon La planète au trésor ou Atlantide, peut-être plus La planète au trésor, au final, il se rapproche beaucoup de ce film-là. Et j'ai trouvé ça sympa sans plus, dans le sens où, en fait, ça manque un peu d'émotion, d'ambition. La planète au trésor est beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus émouvant. Il y a des personnages qui meurent, il y a de l'action de tout le temps, etc. Là, l'action est toujours un peu faite avec légèreté. Les révélations ne sont pas non plus énormes, etc. Il y a un twist final qui est sympa. Il y a un grand message écolo tout au long du film qui est vraiment intéressant, une métaphore filée comme ça pendant tout le film qui fait écho sans cesse à la situation de notre monde. J'ai trouvé ça très intéressant, la façon dont c'était fait, notamment quand on se dit que c'est vu aussi par un jeune public, forcément, donc c'est sans leur rabâcher les infos peut-être un petit peu trop... ça fait pas rêver, quoi. Enfin voilà, c'est un peu angoissant, etc. Là, c'est fait de façon intelligente et tout ça. Et puis, bien sûr, on peut pas ne pas en parler, mais on a aussi donc le premier héros homosexuel dans un film d'animation Disney. C'est le personnage principal.
oui ou non, parce qu'il y a son père, enfin il est aussi présent que les autres, mais on le voit vraiment énormément. Et vraiment, ça triche pas. C'est-à-dire qu'en fait, on comprend parfaitement qu'il est gay, on sait de qui il est amoureux, c'est traité, c'est discuté, c'est montré, mais vraiment, sans que le fait que ce soit un couple homosexuel ne soit jamais un sujet. C'est-à-dire que c'est fait comme si c'était un couple hétéro, et c'est très bien comme ça, c'est totalement crédible, c'est un autre monde dans lequel on ne connaît pas. Voilà, donc personne ne relève, tout le monde compare ce couple-là à leurs propres expériences de couple qui sont hétérosexuelles, mais sans jamais relever le fait qu'il y ait une différence. Donc c'est vraiment très intéressant, et je pense que ça fait du bien de voir un film comme ça aussi. Et voilà. Donc, on le regardera sur Disney+ quand il y sera, et puis pourquoi pas en janvier consacrer une émission Twitch complètement. Oui, je pense que ça vaudra le coup. C'est quand même un film d'animation majeur, alors qui fait malheureusement un flop aux États-Unis, mais c'était aussi le cas de La Planète au Trésor, justement. Enfin voilà, donc la science-fiction et l'animation de Disney, ça n'a jamais trop pris. C'est même surprenant qu'ils tentent sans cesse quand même d'en faire. Alors moi, j'aime bien le fait qu'ils tentent, mais voilà. Très bien. Il nous reste un sujet. Vas-y. Mickey, l'histoire d'une souris. Ouais. Film documentaire. Alors, en réalité, c'est le deuxième film du nouveau label Disney Original Documentary, mais le premier qu'on peut voir, parce que le premier en réalité, c'est Mira, l'histoire d'une femme dans le monde de la musique. Enfin, je sais pas, il est sorti, ils l'ont acheté à Sundance ou un festival du genre, et il devrait le sortir sur Disney Plus bientôt. Okay. Mais du coup, c'est un nouveau label que Disney a créé en dehors de Walt Disney Pictures et de Disney Nature. Donc, c'est le troisième label de film avec la marque Disney. Comme son nom l'indique, c'est pour faire des documentaires. Hein, donc, c'est un peu l'équivalent de National Geographic Documentary Film, par exemple, mais pour le label Disney. Ouais. Ça raconte tout simplement l'histoire de Mickey Mouse, en fait, sa création, son impact. Surtout son impact, pourquoi il est important. C'est d'ailleurs sorti à l'occasion de l'anniversaire de Mickey, le 18 novembre dernier. Et c'est vraiment génial. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Si, ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et ce qui est intéressant, c'est quelque chose que je me dis souvent, c'est que souvent, les documentaires qui sont produits par une compagnie ne vont montrer que le positif de leur création, forcément. Oui. On est toujours en train de s'auto-congratuler de tout. Or, c'est pas forcément si malin que ça de le faire ainsi, parce que dans ce documentaire, il y a des choses négatives qui sont montrées, expliquées, etc. Oui. Mais ça ne fait que donner plus de poids à tout ce qui est positif. C'est-à-dire que inconsciemment, vous vous dites, non mais attends, si osent parler de ça, c'est que quand ils disaient ça, qui était pour le coup quelque chose de positif, ça devait être vrai. Alors que ça le soit ou pas, exagéré ou pas, etc. Je trouve que du coup, ça apporte beaucoup de poids et c'est très bien. Ça parle aussi des courts-métrages à portée raciste de l'époque. Ça parle aussi du sexisme, aussi de beaucoup des courts-métrages de cette époque-là. Ça parle de son impact. Ça parle de la guerre. Ça parle de la guerre au Vietnam, si je ne dis pas de bêtises. Même de la Seconde Guerre mondiale. Même de la Seconde Guerre mondiale, effectivement. Ça parle de la Shoah, parce que Mickey a été le héros d'une BD qui s'appelle Mickey à Gurs. Et le camp de Gurs, c'est un camp de concentration dans les Pyrénées. Donc non, c'est hyper passionnant comme documentaire. On voit l'impact de Mickey chez tout un panel de personnes. Et c'est un documentaire que j'ai trouvé hyper émouvant aussi. Je pensais dans les trucs dont il parle, rappelle-toi l'histoire du copyright aussi par rapport aux écoles. Aussi. Je trouve ça super intéressant qu'ils en parlent. C'est qu'en fait, il y a une école qui dessine des personnages Disney, dont Mickey, et Disney qui attaque l'école pour. Enfin, voilà. Et au final, il y a un recul qui est pris maintenant en se disant non, mais en fait. Mais on a l'impression qu'ils cachent rien là. Oui, voilà, c'est qu'en fait, je crois que c'est Rebecca Klein des archives qui répond à ce moment-là. On tâtonne, on fait des erreurs. On est la seule compagnie à avoir comme ça un personnage depuis aussi longtemps. Tout à fait. Enfin voilà, c'est un cas d'école, hein, le cas de Mickey, ou en tout cas dans la portée mondiale et la portée américaine. C'est vrai que nous, en tant qu'Européens, on peut se dire Tintin. Enfin voilà. mais en tout cas, voilà, il y a un vrai truc avec Mickey qui est. Enfin voilà, j'ai trouvé ça très très bien. Ouais, non, vraiment le documentaire, c'est. Ouais, qu'est-ce que je peux te dire de plus? Je vais dire qu'il est hyper émouvant, mais c'est vraiment un documentaire, j'ai hâte de le revoir. Il y a le cartoon aussi dedans. Et il y a le fameux cartoon. Il y a un fil rouge comme ça avec l'équipe d'animateurs 2D. Oui. Qui font Mickey in a Minute, qui est un petit court-métrage d'1 minute, hein, qui
dans lequel Mickey se replonge dans ses aventures, dans certaines de ses aventures très connues. C'est très sympa en fait d'avoir fait ça et tout. Ça nous fait un petit court-métrage en 2D. C'est pas parfait, comme je disais avec Oswald. Là, ça se voit un petit peu plus parce qu'on est sur une animation qui se veut plus travaillée, plus élaborée. On a même un mélange animation live, hein, puisque ça commence par Mickey qui marche dans les couloirs de l'Animation Building à Burbank, qui regarde les affiches et c'est en fait. Qui se souvient de ses aventures. Il se souvient de ses aventures et il est transporté dans l'une des affiches. Et donc, il est inédit à ce film, hein, ce court-métrage avec Mickey. Donc, c'est très sympa. Pendant tout le film, je suis en train de me dire, j'espère qu'ils vont nous le montrer quand même. Après, je me dis, bon, quand même, ils n'arrêtent pas d'en parler. C'est parce que je me disais, bon, on l'a jamais vu ce truc. Et au début, quand il commence à parler ça, je me dis, attends, mais c'est lequel? Et en fait, je me dis, mais il faut peut-être nous montrer vraiment un cartoon à la fin. Et oui. Ouais. Et oui. En fait, on les voit justement dans la salle de cinéma le voir. Découvrir, c'est ça. Ouais. C'est ça. Ce serait bien qu'ils sortent de façon unitaire, peut-être au bout d'un moment, une fois que qu'on puisse le lister, hein. Alors déjà, voilà, mais aussi qu'on puisse... non, mais qu'il ait un petit peu plus de visibilité aussi, tout simplement. Tout à fait. Voilà. Ils peuvent aussi le mettre sur YouTube, comme ils ont mis celui d'Oswald, en fait. Oui, c'est la même durée. Mais là, pour l'instant, je comprends qu'il soit exclusif au film, parce qu'il faut continuer de garder un petit peu cette carotte, entre guillemets, et ceux qui regardent le film, juste à la fin, qui ont ce petit cadeau, quoi. Voilà, exactement. C'était la conclusion. Non, il faut voir. Vraiment, on vous a présenté pas mal de films et séries tout au long de cette émission. Je pense que si je devais... Il y en a certains pour lesquels j'ai des coups de cœur, toi aussi, David. Je pense que s'il y en avait un qu'il fallait retenir et que j'ai envie de dire, regardez-le à tout prix, c'est celui-ci. D'accord, ok. Et toi ? Pour pas dire le même, je vais dire Fire of Love, mais alors du coup, on aura dit 2 documentaires, quoi. C'est vrai. Ah bah les fictions. Vive les documentaires. En bout du réel. Non, oui, c'est vrai, c'est très bien. Et Disney Original Documentary, c'est à suivre. Hein. Ils ont d'autres choses prévues. Là, ils ont un documentaire sur les studios de musique d'Abbey Road qui devrait sortir là en décembre, ce mois-ci, je crois, ou le mois d'après. Ils sont en train d'en faire un aussi sur Jim Henson, qui a créé les Muppets. Il y en a un sur Elton John, puisque en plus du concert qui a été diffusé en direct, ils vont le suivre pendant toute l'année, quoi, pour en sortir ensuite un film documentaire. Ils font des choses. Il y a pas mal de choses intéressantes qui sont prévues, donc c'est très intéressant. Et plus s'ils font comme pour Mira et qu'ils achètent des films à Sundance, un peu comme National Geographic, en fait, ça va nous permettre d'avoir des bons films documentaires, puisque c'est le genre de documentaire où les studios se battent pour en obtenir les droits, pour pouvoir les présenter aux Oscars, etc. Donc bref, ça promet des belles choses. Tout à fait. On va s'arrêter là-dessus alors. On va vous remercier d'avoir assisté à cette émission-là. Si vous avez des questions, il y a encore le temps de les poser dans le chat. Vous pouvez... Il faut les poser vite. Hein. Oui, posez-les vite. Non, mais attends, laisse-moi faire la petite présentation de fin. Donc, Chronique Disney est présent sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Nous sommes aussi présents sur LinkedIn. Nous créons des playlists qui sont disponibles sur Spotify et Deezer. Nous en avons d'ailleurs une nouvelle qui sort ce jeudi et qui est consacrée, roulement de tambour, à Tron et qui vous a été spécialement concoctée par Laurent. Grand fan de Tron dans l'équipe. Nous sommes aussi présents sur YouTube. Sur YouTube, vous allez pouvoir retrouver nos podcasts et également les précédentes émissions Twitch. Donc, nous sommes aussi présents sur Letterboxd, on l'a déjà cité, grâce aux listes concoctées par David. Chronique Disney, c'est aussi Disney Central Plaza, le forum de Chronique Disney. Et puis, bien sûr, comment ne pas oublier le Navire Amiral, notre magnifique site, avec son flot de critiques toujours plus récentes. Et toutes celles côté patrimoine. D'ailleurs, pour rappel, le site est en mode Noël pendant tout le mois de décembre. Donc là, vous pouvez retrouver un florilège des critiques consacrées à Noël. Et puis, pour terminer, je pourrais vous dire aussi que Chronique Disney recrute toujours. Donc, n'hésitez pas à nous écrire un petit message privé sur Facebook, sur Twitter, nous parler un petit peu de vous et puis de votre passion et si l'envie vous dit de nous rejoindre.
Je pense que j'ai fait le tour cette fois-ci. Merci David. Merci Ludivine. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci Romain en régie. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Bonne soirée. Bonne soirée. Salut.